La bouteille est vide. Je craque une allumette. Et la bouteille vide se remplit de lumière. Se remplit de lumière. Après des études à Paris, le docteur Pascal Possos a été reçu à l'internat de Montpellier où il a pu faire différentes spécialités: pédiatrie, gastro-entérologie, immunologie, psychologie et enfin addictologie qu'il exerce depuis 1993. Ancien chef de clinique, lauréat et médaille d'or des hôpitaux, il a développé et créé des structures de soins, unités de transplantation hépatique, associations, la Cordée, Via Voltaire et des unités d'addictologie dans les cliniques psychiatriques de Quissac, Stella, La Lironde. Il est fondateur de la première unité d'addictologie, sevrage complexe, dans une clinique privée, Clinique du Parc, Castelnau-le-Lez, Hérault. Enfin, au sein des municipalités, il a créé des consultations avancées à Lunel et des dispositifs de prévention des fêtes de ville et de village. Inscrit dans la filière et le réseau de soins, il est référent de l'association ALP et du centre de post-cure de l'Odève. De par sa culture philosophique, il se réfère à une pensée du neutre pour aboutir à la liberté pour le sujet d'agir et de penser, et à l'aventure de l'expérience intérieure. Geneviève Casassus est née à Lyon en 1957. Licenciée ès-lettres, double licence, histoire de l'art et théâtre de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3 en 1978, elle reçoit également un prix au Conservatoire d'art dramatique de Lyon et continue sa formation de comédienne en suivant le cours Florent. En 1980, elle change d'orientation professionnelle et devient hôtesse au sol, puis hôtesse de l'air. Par la suite, elle devient professeure de français pour adultes à Francfort. Banque, consortium, firme multinationale. Après 25 années d'alcoolisme, elle arrête de boire. Pendant 3 ans d'abstinence, elle choisit l'écriture, tente alors dans un ouvrage autobiographique romancé d'aborder ce thème. Elle conclut ce récit marqué d'un quart de siècle d'échecs thérapeutiques par une formidable note d'espoir. Elle, la condamnée à vie sans sursis, s'en est sortie. La question qui commence à se poser, qui est intéressante dans le monde médical, c'est de savoir si l'objectif thérapeutique en alcoolologie serait une réduction de la consommation ou est-ce que l'on doit continuer à tout faire pour obtenir une abstinence. Vous qui avez une expérience de la pathologie et du soin, qu'est-ce que vous conseilleriez à des médecins qui commencent à s'interroger sur le fait que l'objectif thérapeutique n'est plus l'abstinence? Moi, je trouve ça absolument inconcevable. Je pense que c'est pas possible, qu'il faut absolument l'abstinence totale, parce que je pense que ne serait-ce que le goût et tout ça, tout peut revenir, tout peut se remettre en route. J'ai l'impression que tout le mécanisme qui est au repos quand on ne boit pas se remettrait en route. Donc moi je trouve ça atrocement dangereux. Moi, j'ai toujours pensé que ça c'était une catastrophe en fait. Un grand débat, parce que moi en tant que médecin, ça se pose de façon cruciale. Ça se repose avec ce débat autour du baclofène, qui a été posé et positionné comme ça. Ça a été, prenez un médicament, on pourra en parler tout à l'heure du baclofène, mais prenez un médicament et vous pourrez toujours boire. Ce qui est quand même assez inconcevable, ce qui a fait un peu hurler les associations, ce qu'on peut comprendre. Et on peut comprendre de la part des anciens pratiquants, anciens malades, mais les médecins doutent en fait de ça. C'est un peu ce débat-là que j'aimerais bien qu'on remette un peu en place, parce que
je crois que dans la représentation même de ce que c'est que d'être abstinent, les médecins, peut-être comme l'opinion publique, a un insupportable de ça. Oui. Mais alors, il y a déjà une chose. Imaginons maintenant que moi, on me dise, bon, tu peux reboire à raison de 3 bières par jour. C'est une torture. C'est une torture, je veux pas ça. Alors qu'on me dise, bon, tu bois 10 caisses de bière, tu peux, à la limite j'accepte, et encore moi j'en suis au stade où je le ferai pas, j'ai trop peur d'alcool. Mais disons, mais si on me dit, bon voilà, 3 bières par jour, c'est une torture, c'est quelque chose qui va rendre ma vie infernale, alors qu'aujourd'hui, en tant qu'abstinente totale, je me sens extrêmement libre. Alors je pense que tout ce qui est contrôlé au niveau de la boisson, pour moi c'est un emprisonnement et quelque chose qui n'a que des conséquences négatives. Je ne vois pas comment on peut encore douter et concevoir un alcool contrôlé. Ça me... Oui, mais imaginez le débat que ça peut poser si le médecin en lui-même n'est pas convaincu de la nécessité de maintenir l'abstinence. Et donc, comment créer toutes les conditions, et dans tout l'arsenal thérapeutique qu'on doit mettre en place, pour y arriver si d'emblée les médecins doutent. Et c'est un vrai débat. C'est un débat qui, pour moi, n'a pas de lieu d'être, puisque c'est pas du tout mon objectif thérapeutique. L'objectif thérapeutique. Alors d'abord, quand on a commencé à définir la maladie d'alcool, on a défini la maladie d'alcool, en gros, il y a eu des définitions assez historiques dans les années 50, puis après, réellement, il est arrivé une définition dans les années 74, puis finalement, c'est dans 1993 qu'on a décidé que c'était une maladie et qu'on allait mettre en place des systèmes de soins. Et quand j'ai été voir des anciens malades, puisque quand même je ne vois pas très bien non plus comment un médecin qui doit s'occuper de ça ne va pas dans les associations, je ne comprends pas. Il faut absolument que les médecins aillent dans les associations, parce que sinon, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre de l'histoire? Mais enfin bon, on y reviendra. Et un ancien malade me disait, à la question de, mais alors, est-ce que si c'est une maladie, la guérison, ça serait de boire normalement? D'abord, il faudrait s'entendre sur normalement. Il me disait non, parce qu'on ne peut pas être un tout petit peu enceinte. J'ai bien aimé la réponse, ça m'a fait beaucoup rire, et ça m'a bien fixé les esprits, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas commencer et que ça n'aboutisse pas au terme d'un accouchement, malheureusement, terrible, d'un diable à la Polonce. Donc, la question c'est qu'effectivement, si l'objectif thérapeutique n'est pas clair d'emblée, et que l'on met ça dans l'esprit des gens, que l'on va soigner, on est mal parti. Ah oui, non, c'est terrible, parce que moi, je pense, enfin, quand j'essaye d'expliquer ce que moi j'ai vécu, je l'explique d'une façon très primitive, je dis voilà, il y a des gens qui ont la possibilité d'avoir une espèce de levier qu'ils peuvent fermer quand l'alcool passe, et moi ce levier je ne l'ai pas eu à la naissance. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, et j'en suis persuadée, mais à 100%, que le moment à partir duquel je touche un verre d'alcool, je ne peux pas m'arrêter. Il n'est pas question, je ne pourrais pas m'arrêter, et ça j'en suis sûre. Donc je vois, pour moi il n'y a pas le doute, quoi. Alors bon, la question c'est qu'effectivement on a étendu la notion d'alcoolologie dans l'histoire à la dictologie, et que dans la dictologie on est passé donc à la prise en charge des gens qui avaient un problème d'opiacés avec les toxicomanes. Donc on a proposé une réduction des risques en diminuant le risque, en proposant la même substance sans le même mode d'apport. Ça voulait dire quand même qu'on supprimait la défonce, ce qui voudrait dire supprimer l'ivresse en alcoolologie. Donc, c'est quand même un sevrage, hein. Faut pas nier le problème. C'est un véritable traitement, mais c'est vrai que pragmatiquement, on va dire, on ne fait plus de sevrage en héroïne, on ne fait plus de sevrage en morphine, on propose de la morphine sous nos enfants. Bon, donc ça a été... Et puis pour le tabac, on voit bien que pour ceux qui s'arrêtent le tabac en tant que tel, on propose des petites pastilles de nicotine, par exemple, et donc en fait on propose de la substitution en imaginant qu'à un moment donné, ils arrêteront de sucer leurs petites pastilles de nicotine. Mais c'est vrai qu'il y a cette philosophie de la substitution. Alors ça interroge sur l'alcool en lui-même, et c'est ça qui est passionnant au niveau de l'alcool, comme molécule très singulière. Et c'est là qu'on s'aperçoit quand on l'interroge, qu'on l'observe, et on est loin d'avoir tout compris, je pense. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est vrai que l'alcool en lui-même, il est insubstituable.
Il est insubstituable parce qu'il a tous les effets possibles et inimaginables. Il est mieux que la plus belle fille du monde, en fait, l'alcool. Il peut donner tout ce que vous voulez. Il peut détendre comme il peut exciter. Donc on n'a pas de molécule à proposer qui aurait les effets magiques géniaux de l'alcool, parce que personne n'est là pour dire que l'alcool c'est pas bon, hein, le problème c'est l'usage un peu aberrant qu'on en ferait. Mais sinon l'alcool on ne peut pas proposer quelque chose. Il faudrait trouver des milliards de molécules qui créent les mêmes sensations, de dire bah tiens là j'ai besoin d'alcool parce que j'ai besoin de me détendre, alors je vais prendre ça. Et puis bah non là j'ai besoin de m'exciter, alors je vais prendre ça. Alors ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on prescrive de temps en temps de l'héroïne, de temps en temps de la cocaïne, en gros. Ouais, c'est ça. On va peut-être pas le faire. Mais ce qui est intéressant en ce moment avec le débat aussi qui a été relancé avec ce médicament, là, avec le baclofen, c'est intéressant, c'est dire ah bah oui alors prenez un médicament et puis continuez à boire. Mais ce qui m'épate moi en tant que médecin par rapport à mes confrères, c'est qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne comprendraient pas l'intérêt de l'abstinence. C'est-à-dire qu'ils nieraient ce que le discours des anciens malades. Oui, non, mais moi je trouve ça absolument aberrant parce que moi, quand je conseille le baclofen, comme ça, je dis le baclofen n'est pas un médicament avec lequel on peut boire. Le baclofen est un médicament qui doit amener à l'abstinence. Donc, moi je pense que moi je pensais que c'était une erreur du docteur Ameisen tout seul, quoi. Je pensais qu'à ce moment-là, tous les médecins s'insurgeaient contre cette forme de représentation quand lui arrive sur les plateaux et dit voilà je vais prendre un verre de champagne, ce qui nous a fait tous sauter, nous, donc les abstinents. Et je pensais que les médecins disaient bon, on peut peut-être essayer de voir dans la voie du docteur Ameisen, mais oublions complètement le côté je peux boire, quoi. Je pensais que ça c'était quelque chose d'établi dans la médecine actuelle en addictologie, mais bon, je vois qu'apparemment je suis pas très au... Non, c'est des débats. Ce sont des débats. Et c'est là où il faut écouter. Et c'est là aussi où votre témoignage est absolument essentiel. Il faut absolument qu'on vous écoute. Il faut absolument que ce message passe. Mais en plus, ça serait redoutable de penser ça. Comprendre. La première chose qu'on a dû faire en alcoolologie, ça a été de se battre contre le déni médical. On n'y croit pas à ça. On parle toujours du déni de la personne qui ne veut pas reconnaître son alcoolisation. Le plus grave, c'est quand les médecins ou les soignants ne veulent pas reconnaître l'alcoolisation. Et la maladie ne font pas le diagnostic. Mais pardon, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que ça veut dire d'abord qu'ils ne reconnaissent pas l'alcoolisme comme maladie ou ils parlent d'une personne qui n'est finalement pas assez alcoolisée pour avoir le titre d'alcoolique? Tout ça. Mais on s'est battu comme on a défini la maladie en 93. Il a déjà, et que nous on n'était pas du tout formés pendant nos études à ça. Donc il a déjà fallu faire un travail pédagogique auprès de nos confrères pour faire reconnaître la maladie, repérer les pathologies et puis orienter vers des systèmes de soins qui étaient en train de se créer. C'est une spécialité extrêmement neuve qui nécessite qu'on fasse encore beaucoup d'études. Donc il y a la Société française d'alcoolologie qui est devenue la Société française d'addictologie, une société savante, etc. On a encore beaucoup de choses à comprendre là-dessus. C'est vrai que nos concepts sont encore fluctuants. Et donc sur les principes thérapeutiques qui étaient issus initialement effectivement de la culture des associations des anciens malades, qui étaient effectivement reconnaître l'abstinence absolue, le suivi, travailler sur cet objectif thérapeutique. Et donc là, les objectifs, les principes thérapeutiques ont un petit peu changé avec l'arrivée du comportementalisme et des techniques de cognitivo-comportementalisme avec des techniques de motivation, d'entretien motivationnel, remplir des cases, etc. Bon, ça a été aussi un débat, ça reste un débat, et dans les conduites de bonnes pratiques en médecine, on nous recommande de faire ça, ce qui est quand même encore un peu à rediscuter, il me semble, en tout cas pour moi. Et puis, en même temps, donc maintenant se pose ce problème de l'abstinence comme principe thérapeutique, puisque on voit bien que, effectivement, avec ce médicament qui arrive, il a été donc vendu avec l'idée d'une abstinence relative. Alors, il y a deux choses. Un, d'abord, c'est qu'est-ce que c'est que de boire normalement? Alors, la faculté dirait qu'un homme peut boire 21 verres par semaine et une femme 14 verres par semaine avec l'unité qui est le verre qui contient 10 grammes, quel que soit l'alcool en fonction du verre. Enfin, c'est 10 grammes.
Et donc quand on parle de 21 verres par semaine, évidemment on ne dit pas 21 verres d'un coup, on dit 21 verres repartis sur la semaine. Mais d'un autre côté, quelqu'un qui boit normalement, il a aussi de temps en temps une ivresse. Il a le droit d'avoir une ivresse une fois tous les 2 mois, voilà, parce que l'ivresse en elle-même, elle n'est pas anormale non plus. Bon voilà. Donc, boire normalement, déjà c'est un concept qui est quand même assez confus. Et puis, quand on voit l'expérience de vie des gens qui ont eu un problème avec l'alcool, alors qu'on ne se pose pas le problème avec le tabac, c'est ça qui m'étonne un peu avec le tabac, on ne dit pas aux gens refumer 2 cigarettes par jour. C'est pas l'objectif. C'est vrai, effectivement, c'est très on dit vous arrêtez de fumer, point. On dit pas vous allez commencer à fumer normalement. Jusqu'au jour où il y aura un baclofen pour le tabac. Allez, peut-être, mais enfin c'est vrai que c'est une transformation. Alors moi ça me trouble, hein. Et c'est bien pour ça que je suis très heureux de pouvoir vous rencontrer, d'avoir votre témoignage, parce que ça met en jeu tout un tas d'objectifs thérapeutiques. Qu'est-ce que je dois défendre? On met en place tout un système, on fait rencontrer des associations, et donc on va pas, déjà que les gens sont confus, alors si on donne différents messages, on va pas s'en sortir. Alors, moi, ce qui m'apparaît de façon évidente, c'est que le médecin en tant qu'homme, parce que pour être médecin on n'en est pas moins un homme, ne supporterait pas en tant qu'homme l'idée de l'abstinence. Que c'est impossible finalement de ne pas boire. Dans une société donnée comme la nôtre, ça serait impossible. Or le témoignage, en vous rencontrant, moi ça me donne une force inouïe, c'est d'entendre que mais non, mais l'abstinence c'est absolument génial. Oui, c'est ça. En plus, c'est la délivrance. Donc, dans ce sens, c'est génial. Et je pense que si je devais moi-même, par exemple, boire un verre aujourd'hui, c'est le retour immédiat dans le cauchemar. Et ça, il faut bien que ce soit présent aux yeux de toutes les personnes qui sont alcooliques. Il est impossible pour nous, et ça j'en suis sûre, je dis même pas à 99,9%, je dis à 100%, il est impossible pour nous de toucher à un verre sans que tout le système, parce que moi je sens ça comme une espèce de système, vous savez, qui va s'enchaîner donc tout, et j'ai l'impression qu'à la moindre goutte de vin ou d'alcool, ce système va se remettre en marche. Alors mais est-ce que vous êtes malheureuse? Pas du tout, bien sûr que non. Moi je suis, disons que j'ai connu le bonheur à partir du moment où j'ai arrêté. Et c'est ça aussi qui est complètement aberrant dans cette perspective de vouloir laisser le malade alcoolique retoucher à l'alcool, ce qui va forcément le mettre face au malheur, alors que dans l'abstinence, on peut enfin retrouver la joie de la vie, parce que c'est ça qui pour moi, c'est même un peu choquant tout ce que vous dites aujourd'hui, parce que je n'étais pas vraiment au courant. Et c'est carrément enfoncer le malade alcoolique. C'est en fait lui donner un espoir, parce que quand quelqu'un veut sortir de l'alcool, bien sûr, on pourrait lui dire, écoute, tu sors de l'alcool pendant 3 ans, puis après tu verras, tu seras guéri, et après tu pourras recommencer à boire, mais c'est une vacherie qu'on lui fait ça. C'est carrément, je sais pas, moi je trouve que c'est infâme, parce que même après 3 ans, même après 4 ans d'abstinence, un malade d'alcool ne pourra jamais avoir un rapport normal avec l'alcool. C'est impossible, puisque pour moi, chaque fois que je vois une bouteille d'alcool, pour moi il y a écrit Morora. Et je suis sûre que pour toutes les personnes qui ont comme moi eu ce problème, la moindre goutte d'alcool, c'est comme si vous avaliez de la Morora. Alors c'est vrai que cette détermination, cette motivation, elle n'arrive pas au premier lavage. Qu'effectivement, il faut différents temps de soins pour accéder à cette pensée-là et à cette philosophie-là de vie. Absolument. Que, évidemment, que ça va être difficile, que ça va être un chemin qui va être émaillé d'un certain nombre de crises, mais c'est tout à fait logique, puisqu'il va avoir un premier temps où on sort d'une maladie terrible, puisque c'est quand même la première cause de mortalité, et que tous les organes sont atteints par l'alcool, et qu'il y a beaucoup de temps de restauration, que les malades ont une énorme fatigue, le cerveau, enfin bon, et que adhérer au principe d'une abstinence dans un premier temps, ce n'est pas forcément facile, en fait c'est pas évident du tout, mais qu'il y aura plusieurs temps dans l'évolution qu'on va suivre, où effectivement il peut y avoir des reprises
des temps, le soin en lui-même, il est long, ça va durer longtemps. Jusqu'à adhérer à ce principe-là, il faut peut-être vivre un certain nombre d'expériences pour y adhérer. Alors là, moi j'ai un exemple qui est vraiment très concret. Le jour où donc j'ai pris ce médicament, l'Espéral, pour la première fois, et que j'ai décidé d'arrêter, j'ai dit à Martin, voilà, je vais tenir ma promesse, parce que j'en avais tenu des promesses et des mille, mais celle-là, je voulais la tenir. Et j'ai dit, à une condition, Martin, le jour où je ne tiens plus, où je ne peux plus résister, tu dois me promettre, au nom de notre amour, que tu me donneras 3 verres de bière. Et cette promesse m'a énormément aidée. Là, donc, on voit bien qu'effectivement, peut-être, il est très difficile de dire à quelqu'un, tu vas arrêter avec. Bon, comme je dis toujours, mon histoire avec l'alcool a été la plus belle histoire d'amour que j'ai vécue. Donc, on ne peut pas non plus me retirer mon amant en disant voilà, c'est fini, c'est terminé, tu ne le verras plus jamais, parce que c'est un drame, c'est un deuil, etc. Or, si on me dit par exemple ton amant, tu peux peut-être au pire des cas le voir, peut-être, il y a cette promesse qui peut consolider. Mais en même temps, moi donc je n'ai plus jamais demandé ces 3 verres, mais l'idée qu'ils existaient effectivement m'a aidé. Parce que c'est vrai que moi, ça m'interroge évidemment sur ma pratique, et puis après, il faut bien que je me demande si je travaille bien. Parce que moi, dans la philosophie du soin que j'induis, pas non plus que je me trompe, parce que c'est vrai aussi qu'il peut y avoir des drames du fait de l'arrêt de l'alcool, parce que l'alcool, à un moment donné, ça peut représenter dans la vie psychique une sorte d'auto-guérison. À un moment donné, ça a peut-être été très important. C'est pour ça qu'il faut... La vraie urgence en alcoolologie, c'est le moment où on sent que c'est le moment d'en sortir. Mais c'est pas le fait de traiter une ivresse parce qu'à un moment donné elle devient anormale et que la personne peut absolument la sortir de ça. C'est pour ça aussi qu'on est souvent en conflit avec les familles, avec les systèmes sociaux, parce que c'est pas le moment. On sent bien que c'est pas le moment. Comme si une maladie, elle avait besoin, comme les Grecs le disaient, d'une enfance, d'une adolescence, d'un âge adulte, et qu'une maladie, elle meurt aussi. Elle meurt aussi. Il y a un temps aussi où les choses sont à... c'est le moment, quoi. C'est un moment voulu où les choses se mettent en place. Alors ça peut être émaillé de plusieurs temps initiaux de soins, mais bon, il faut admettre, et c'est pour ça que l'accompagnement, accepter les allers-retours, faut que justement à un moment donné cette décision arrive, de dire bah non, c'est bon, ça suffit, j'ai compris, j'ai déjà tout vécu. Mais à partir du moment où on est dans ce principe de l'abstinence, on sait bien qu'on va vivre, comme vous disiez très bien, un temps de deuil, un temps de séparation. Et qu'un temps de séparation, ça dure 11 mois. Et que ces 11 mois, on est sûr de devoir traverser toutes les phases normales d'une séparation ou d'un deuil, avec le renoncement, l'acceptation, la dépression, la colère. On les connaît bien, toutes les phases du deuil, de la séparation. On sait qu'on en a pour 11 mois où on traverse de toute façon de doutes, etc. Puis au bout de 11 mois, quelque chose s'installe et en fait, il n'y a plus d'affect. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... Le produit ne crée plus d'effet. Alors que pendant les 11 premiers mois, il y a toujours un temps comme ça. C'est pour ça que dans les associations, on ne peut devenir aidant, accompagnant, écoutant qu'après 11 mois d'évolution, parce que quelque chose s'est passé au bout d'un an. Mais si on me dit, ah ben non, vous pouvez... Alors, il y a aussi le fait, qui est un peu scandaleux malgré tout, dans cette idée d'abstinence relative, ou de consommation modérée, c'est pour la famille. Parce qu'on voit bien que les proches souffrent énormément de ce qu'on appelle la codépendance. C'est une maladie d'être proche aussi d'un malade d'alcool. Et dès qu'on voit quelqu'un consommer, tout repart. Ouais, bien sûr, c'est ce que je dis, oui. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de réaction immunologique, d'anticorps qui se met en place avec la mémoire des anticorps, et tout revient. Et donc il n'y a plus du tout de possibilité de projection dans le futur, ni dans le présent, et dans le futur. Donc ça recasse tout. Voilà. Et il n'y a plus de confiance. Je pense que si Martin me voyait aujourd'hui avec un verre de vin, pour lui ce serait un drame, quoi. Je veux dire, ce serait peut-être vraiment encore plus dramatique. Donc, je veux dire, les rapports seraient faussés. Mais ce que je veux dire à ce propos, au lieu de dire, voilà, on va dire à l'alcoolique qu'il peut continuer à boire de façon très modérée, de façon contrôlée, ce qui est complètement idiot, donc encore une fois à mes yeux, ça serait de lui dire, alors ça c'est beaucoup plus positif, de lui dire, les rechutes ne sont pas une catastrophe.
Ah oui, c'est sûr que non seulement c'est pas une catastrophe, mais c'est Voilà, très je important pense dans que l'alcoolique qui fait une rechute, il va en faire un drame épouvantable, etc. Alors qu'on devrait vraiment lui dire, voilà, bon, c'est un principe normal, et surtout pas ni le culpabiliser, etc. Mais lui dire que effectivement les rechutes peuvent se dérouler au moment des premiers pas dans l'abstinence, et qu'elles peuvent continuer comme ça, mais que forcément, elles vont disparaître. Oui. Donc c'est beaucoup plus intelligent de dire à un alcoolique que la rechute est possible, mais lui dire, bon, de toute façon, vous pourrez toujours boire, pour moi c'est, comme je le dis encore, une aberrance totale. C'est même, je me dis, les médecins qui conseillent ça, oui, je me demande... Oui, mais c'est intéressant, enfin je vous dis, vous réfléchissez du terme de votre... Oui, du côté de l'évolution d'un malade d'alcool, mais moi, ça m'interroge sur les médecins qui ne veulent pas, enfin qui ne supportent pas en eux-mêmes l'idée de l'abstinence. Alors c'est vrai que moi je le dis assez souvent comme ça, c'est-à-dire que dans une évolution d'une maladie d'alcool, ouais, les gens sont dans l'alcool, papa comme ça, on arrête d'un coup, alors c'est assez brutal, hein, c'est quand même un énorme choc pour l'organisme, l'arrêt de l'alcool, c'est quand même le seul sevrage qui tue, donc c'est quand même dangereux. Il va avoir un temps qui va être un temps, on va appeler initial de rémission, quand une maladie chronique a poussé, comme quelqu'un qui a une polyarthrite rhumatoïde. Quelqu'un qui a une poussée de dépression ou de polyarthrite ou de sclérose en plaques, etc., on ne va pas lui reprocher d'avoir une poussée. Mais par contre, ce qui va être intéressant, puisqu'il va accepter un suivi, il va avoir un suivi. Donc s'il y a un suivi, et s'il y a une reprise de l'alcool pendant 15 jours, qu'est-ce qu'on en a à faire? Puisqu'en fait, on va la revoir de toute façon un mois plus tard. Et là, ce qui sera intéressant, c'est d'étudier les facteurs, puisqu'on aura la chance de voir se dérouler la pathologie. Donc, voir les facteurs qui font déclencher la prise, pour que ces mêmes facteurs sur lesquels on va pouvoir mettre des mots ne soient pas les mêmes facteurs qui, éventuellement, 3 mois ou 4 mois plus tard, seront ceux qui vont faire redéclencher quelque chose. Donc c'est une analyse, puisque l'alcool est tout puissant et qu'il vient pour tout et n'importe quoi, à chaque fois je suis de plus en plus conscient de ce dont je dois me méfier. Parce que par exemple, un des grands facteurs de réalcoolisation, c'est la joie. Oui, bien sûr. Absolument, oui. Se méfier de la joie, c'est quand même, c'est quand même extraordinairement. Alors là, j'en suis vraiment témoin, parce que c'est moi, ça a été le pire déclencheur, c'est la joie. Le pire de tous. Alors je crois que le chagrin n'a rien à voir à côté de la joie. Ouais. C'est ça qui est fou. Ouais. C'est fou. Ouais, c'est fou. Ouais. Donc en fait, c'est intéressant. Mais l'important, c'est d'être suivi. Oui, bien sûr. C'est d'accepter le suivi. Et c'est là aussi, il faut distinguer une rechute où je perds l'ambition du soin et je repars au large, une réalcoolisation. Et puis alors c'est vrai que comme l'alcool, soit il gagne sur la dépendance, soit il gagne sur les 3 effets tardifs qui lui sont propres, c'est-à-dire la honte, la culpabilité et la fatigue, qui sont 3 effets qui font revoir. Oui, bien sûr. Et qu'il est très fort sur la culpabilité. Donc c'est évident que tout honte bu, la culpabilisation qui fait revoir évidemment. Et donc en fait, si on ne suit pas cette évolution, et si on est une fois de plus pas dans l'objectif thérapeutique d'une abstinence, mais en étant dans cette souplesse, en disant ben oui, mais bon, ça c'est l'objectif qu'on doit fixer. Évidemment, il va y avoir des hauts, des bas, des moments, etc. On ne va jamais reprocher à quelqu'un qui a une dépression, qui est une maladie qui est dite récurrente, d'avoir un moment donné de reprise de dépression. Ouais. Surtout que l'alcool, il va mouler quand même aussi l'état psychique, et qu'il va peut-être le traduire en même temps. Donc ça sera toujours très passionnant de suivre avec la personne l'histoire. Mais si on n'est pas d'accord sur l'objectif, on est mal, quoi. On est mal parti, je crois. Et c'est aussi, puisque bon, le mensonge accompagne forcément l'alcoolique. Moi, je ne suis pas d'une nature, je ne suis pas une vraie menteuse, mais alors qu'est-ce que j'ai pu mentir pendant cette carrière d'alcoolique, c'est absolument inconcevable. Et je me dis, dans cette histoire d'alcool donc contrôlé, je ne sais pas si moi on me disait maintenant tu peux boire, enfin plus maintenant, mais à un certain moment, 2 ans après, tu peux boire de façon contrôlée, je me serais remise à mentir. C'est là, comment va-t-on contrôler cet alcool contrôlé? Alors là, pour moi, c'est une question qui, je ne vois aucune réponse possible dans ce... Et puis, comme vous disiez, je pense que c'est encore... Enfin, moi, je crois que c'est une torture. Parce qu'en même temps, le fait de réfléchir à ce qu'on fait au moment où on le fait, change la nature de la chose. Si je réfléchis, par exemple, si je vous dis, tiens, on va réfléchir sur votre respiration. Le simple fait d'avoir dit ça change votre respiration.
vous êtes en train de boire un verre et que vous réfléchissez au fait de boire au moment où vous buvez, C'est plus naturel. Donc, bah, c'est vous vrai, changez tout. complètement. Vous changez les faits. Ouais, Et puis là, vous allez vous dire, mais alors si j'en bois un, est-ce que je vais en boire deux? ouais. Ouais, Et donc la question devient complètement folle, et la question en elle-même donne envie de boire. Vous comprenez? Si vous demandez, si vous réfléchissez au sommeil au moment de dormir, comment voulez-vous dormir? Si vous commencez à réfléchir sur votre sexualité au moment de l'acte, comment voulez-vous que ça marche? Ouais. C'est donc impossible. Enfin, à mon avis, c'est impossible. Et puis en même temps, moi, très sincèrement, toute la philosophie que j'ai développée autour du traitement, c'est de se me dire, bon, quand on est, qu'est-ce que c'est que d'être dans un rapport avec un état second? C'est qu'à un moment donné, parce que l'alcool, s'il devient un problème, c'est qu'on s'enferme dans l'ivresse, donc on s'enferme dans un état second, c'est qu'on perd l'élasticité justement de la normalité qui serait de boire un peu, mais de revenir sur la berge, etc. Je vous dis avec des moments où on est un peu pompette, etc. Mais on n'en fait pas une philosophie. Enfin. Et donc en fait, le problème de l'alcool, c'est le dédoublement, c'est d'être deux, c'est le double, c'est le rapport au double, avec l'histoire, Mr. Hyde, de machin, Dr. Jekyll. Alors on est toujours dédoublé avec l'alcool. En fait. Et je passe toujours de 0 à 1, de 1 à 0. Puisque un des critères du diagnostic dans un questionnaire que l'on pose qui s'appelle le CAGE, on dit, bon, on est malade d'alcool, si on peut pas, ça c'est cut, s'arrêter plus de 3 jours, est-ce que vous êtes capable de vous arrêter plus de 3 jours? Ça c'est la dépendance. A, c'est est-ce que ça ennuie vos proches? Android, est-ce que ça ennuie vos proches? G, c'est est-ce que vous vous sentez coupable? Mais eux, c'est assez intéressant, c'est est-ce que ça vous ouvre les yeux? C'est-à-dire, est-ce que j'ai l'impression que, bon, alors je rame, et puis dès que je bois, boum, existentiellement, je m'ouvre, en fait. J'existe. L'alcool me fait exister. Ça voudrait dire que je suis 0, et quand je bois, je suis 1. Vous voyez? Le problème, c'est d'être 2 dans la vie. On ne peut pas être 2. Et on est enfermé, parce que, bon, c'est des grandes questions philosophiques, ou qu'est-ce que c'est que le 1 est multiple. Mais quand on est 1, on est multiple. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs visages. Tous les jours, je me lève et j'arrive sur la scène de la vie. Et aujourd'hui, je me réinvente. Et puis, je vous parle aujourd'hui, je suis dans cette position de médecin, je suis dans une position, je suis dans un jeu. Même si je suis complètement dans ce jeu. Mais quand je parle à ma femme ou à mes enfants, je suis forcément autrement. Je suis multiple. Et puis, une personne que je vais rencontrer, je vais l'aborder. Et ça va être une autre histoire. On est nombreux en nous-mêmes. Avec l'alcool, on est figé. On n'est que dans 2 positions. On est soit l'un, soit l'autre. Ouais. Oui, oui, mais donc moi dans mes délires, j'étais quand même, je me prenais pour la maîtresse de Paganini, qu'il avait assassiné pour avoir les intestins dont il aurait fait les cordes de son violon. Alors ça j'aimais beaucoup l'être, j'étais l'impératrice, etc. Donc j'avais quand même, Martin, ça le tuait parce que effectivement j'avais une tendance à prendre tous ces rôles et ça me faisait, enfin moi ça me remplissait une joie énorme. Donc là j'ai un peu du mal parce qu'effectivement j'avais l'impression de vivre les vies de toutes les personnes donc qui m'avaient marqué et ça c'était quand même le côté fabuleux de cet alcoolisme. Mais ça vous propulsait sur la scène quoi. Oui, et ça j'avais vraiment l'impression de vivre ces vies-là, bon parce qu'on sort dans l'alcool positif, on peut vraiment décolle quoi, je veux dire, il y a aucun, on peut devenir Liz Taylor en 5 secondes, on peut devenir Jeanne d'Arc et ça c'était quand même le côté que j'adorais dans l'alcool. Puisque vous parlez de dédoublement de personnalité, je dirais quand même que pour moi, je pense que le dédoublement de personnalité... Et ça, est-ce que c'était au début ou est-ce qu'à la fin, est-ce que quand même vous ne deviez pas quand même à la fin le même personnage ou figé dans une position complètement terminé. Non, et je crois que j'étais... Pour moi, à la fin, c'était terrible. Quand il n'y avait plus rien, il n'y avait que de la végétation. C'est-à-dire que je me mettais sur un canapé, j'écoutais des dessins animés pour des enfants de 3 ans, donc je captais plus rien. Et les seuls mouvements que je faisais, c'était ceux de me resservir un verre d'alcool. Et là, il n'y a plus de sensation, il n'y a plus du tout d'extase. C'est quelque chose d'extrêmement atroce, quoi. C'est une espèce d'agonie à long terme où on est un légume et chaque fois qu'on reprend un verre, on a l'impression maintenant, quand même, ça va te donner une extase. Et il n'y a plus aucun verre qui te donne une extase. Ça, c'est foutu.
C'est là où tout s'arrête, tout le processus pour lequel on a bu s'arrête, c'est-à-dire qu'on n'a plus ces moments donc d'euphorie, mais par contre on le cherche de façon désespérée. C'est-à-dire que là on va avoir tendance à boire encore davantage puisqu'on ne le trouve pas. Et on a toujours l'impression que si on prend une bouteille de plus, peut-être on le cherche, quoi. C'est vraiment à la recherche de l'extase oui, c'est à la recherche de l'extase perdue. Et cette recherche-là, elle est moche. Ah oui, c'est aller chercher. Oui, on peut penser comme ça, que l'alcool est effectivement un immense magicien, initialement, et qu'après il devient un grand illusionniste. Il retire ce qu'il est censé lui donner. Absolument, absolument. Alors ça, il faudrait à ce moment-là se soigner à ce moment-là. Oui, mais bon, disons que là, par contre, je veux quand même faire une petite parenthèse parce que je crois que c'est très important parce que on entend toujours cette phrase qui pour moi est un cliché. Le malade d'alcool s'en sortira le jour où il le voudra. Bon, très bien, c'est une phrase qui passe bien, etc. Moi, j'ai été envoyée chez mon alcoologue pour des raisons de sécurité sociale. C'est-à-dire que mon mari m'a forcé à y aller parce que la sécurité sociale m'avait dit que donc si je n'y allais pas, eh bien je ne serais plus assurée. Donc je perdais toutes mes assurances. Alors pour vous dire, je suis allée donc avec ma bouteille de vodka dans la voiture, donc je ne voulais pas boire avant d'être chez ce médecin, et je suis allée avec ma bouteille de vodka. C'était la seule possibilité qu'avait mon époux pour m'amener chez ce médecin, c'était d'avoir cette belle bouteille. Et donc pour vous dire dans quel état d'esprit j'étais. Et pour moi j'étais dans l'état d'esprit que ma vie, de toute façon, maintenant je la vouais à l'alcool. J'irais rechercher ce que l'alcool m'avait pris. Pour moi c'était le but de mon existence. Et c'est là où cet alcoologue me donne l'espérale et je lui dis bien sûr non, je ne peux pas prendre l'espérale aujourd'hui parce que mon mari va s'en aller, je suis toute seule, blablabla. Et lui me dit, vous avez vu ma salle d'attente, je n'ai pas de temps à perdre, alors soit vous prenez le cachet et soit vous prenez ma porte, enfin la porte. Et c'est là où j'ai pris le cachet. Ce que je veux dire aussi, c'est que donc moi j'avais absolument aucune volonté d'arrêter l'alcool, mais qui a eu cette violence donc de l'alcoologue que moi j'ai beaucoup apprécié cette violence parce que avec la douceur on n'arrivera à rien, et que cette violence m'a choquée au point donc que j'ai pris l'espérale et que ma bouteille de vodka dans la voiture est restée fermée pour toujours quoi, finalement. Et je crois encore, pour moi c'est quelque chose que j'ai du mal à dire parce que les gens n'apprécie pas ce côté chez moi, mais l'alcool est une maladie très très dure. Et je pense la façon de s'en sortir, il faut forcément qu'elle soit très dure. Il faut forcément qu'il y ait des gifles, c'est ce que je crois. Oui, parce qu'il y a de toute façon, il y a un rappel de la réalité qui arrive comme un mur qui arrive et sur lequel on va se cogner, que ça soit. Là, c'est une sorte d'obligation de soins. Parce qu'on dit souvent, est-ce que les gens qui sont condamnés, est-ce que c'est la bonne rencontre dans l'obligation de soins, parce qu'ils sont condamnés à une obligation de soins, est-ce que c'est la bonne rencontre? Moi, je pense que c'est une bonne rencontre. Le permis de conduire, la perte de la liberté de conduire, ou la maladie quand même, parce que quelqu'un qui arrive avec une pancréatite aiguë, c'est quand même la pire des complications de l'alcool, dans le sens, j'en sais rien, en tout cas la plus douloureuse, forcément. C'est un rappel de la réalité qui arrive dans le cursus, et il faut bien que quelque chose me ramène me ramène. C'est de toute façon forcément violent. Et c'est ce médecin qui m'a dit, de toute façon, vous le savez mieux que moi, si vous continuez comme ça, vous allez crever dans quelques mois. Et c'est sûr que moi, c'est cette façon d'être, parce que j'ai eu affaire à beaucoup de médecins qui ont été gentils, surtout des psychiatres, etc. Et ça ne m'a jamais aidé. Et je pense que cette violence m'a... C'est aussi, peut-être, à un moment donné, on ne sait pas à quel moment. C'est une expérience personnelle, je ne peux pas dire maintenant. Parce que vous auriez pu claquer la porte, partir. J'aurais pu, oui, bien sûr. Donc, on ne sait pas, effectivement, il y a quelque chose qui se joue, qui est extrêmement humain, c'est dans la relation humaine, c'est pour ça que c'est quand même un exercice assez fabuleux pour un médecin aussi. Maintenant, revenons à ce débat. Il faut, parce que moi, ce que je dis, c'est que justement ce personnage-là qui est mon double,
il faut que je m'en sépare réellement. Et que c'est pas d'un produit dont je me sépare, c'est de moi-même dont je me sépare. C'est d'une idée de moi. C'est un autre moi. Quand Rimbaud dit je est un autre, il faut que cet autre que je deviens, mais qui est figé dans cette représentation qui est permanente, qui ne m'apporte pas de liberté, n'importe plus de liberté, alors qu'effectivement quand vous étiez, que vous jouiez, Oui. Et après, quand même la maîtresse de Paganini, quand même. Surtout qu'il avait un marfan, qu'il était complètement comme ça, là, il avait une hyperlaxité ligamentaire, c'est un diable Paganini. il a assassiné sa femme. Bon, Paganini, bon évidemment, bon, Paganini. Un usurpateur Bref. génial. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, effectivement, donc ça c'est bien, parce que c'est bon, ça c'est la beauté aussi de l'humain, mais à un moment donné, ça se fige. Les choses, elles se figent. Et que justement, tout ce que ça vous apportait, ça ne vous l'apporte plus. Ah non, et que vous courez derrière, comme je vous dis, comme un savon qui vous échappe tout le temps des mains. Ah oui, oui, ça. Donc, à un moment donné, soit effectivement, à un moment donné, ça bascule. C'est vraiment, c'est le moment du soin. Et puis, il y a quand même aussi le fait qu'à un moment donné, mon plaisir fasse mal. C'est-à-dire qu'effectivement, si on considère que tout ça c'est du plaisir, c'est de l'existence, et que bon, c'est de la pulsion, c'est de la vie, c'est de la couleur, etc. Mais à partir du moment où ce fonctionnement fait mal à quelqu'un d'autre, il y a quand même quelque chose de l'ordre dans le plaisir qui devient confus, parce que mon plaisir fait mal. Donc est-ce que mon plaisir c'est de pas faire mal? Mais fait mal à quelqu'un d'autre. À l'autre, à votre mari, à votre Ça on famille. s'en fout. Je suis désolée de dire, mais alors là c'est très Voilà. clair, l'alcoolique s'en fout. Je peux pas dire que j'aimais mon mari, je peux pas dire que j'aimais mes parents, non, on perd ses sentiments, attention. Il faut bien quand même, ça c'est quand même un truc très important. On perd ses sentiments, le seul sentiment qu'on ait, c'est quand même reste celui qu'on voue à l'alcool. Et c'est À soi-même. Ouais. Oui, à soi-même, oui, c'est une forme parce d'égoïsme aussi, si on veut. Je sais pas si c'est de l'égocentrisme. C'est de l'égocentrisme aussi, quand même. Parce qu'on oublie tout sauf soi-même. Oui. On ne s'oublie jamais dans l'alcool. Oui. Et On est dans toujours les le centre du voilà, monde. et dans les meilleurs moments d'alcool, on est une vedette, quoi. Je veux dire, j'ai souvent entendu, par exemple, les femmes qui disaient quand je bois, je suis d'une beauté, alors qu'on est enflé, etc. Et c'est vrai, on se prend pour des divas parce qu'effectivement notre image est tellement déformée, même dans les miroirs, qu'on peut peser 300 tonnes et avoir un visage absolument hideux. Je vous jure que n'importe quelle femme qui est dans cette phase de l'alcool se trouvera magnifique, quoi. Et ça, c'est quand même des choses super importantes. Moi, je veux dire, de se regarder dans une glace et puis se voir son défaut, ça, c'est des trucs que l'on tient qu'avec l'alcool, désolé. Ça, c'est un aspect. Oui, c'est très important. Ouais. Oui, alors que moi je dis aussi qu'arrêter l'alcool, c'est une démarche esthétique. Absolument, oui. Parce qu'en fait, quand on arrête de boire, je vois bien quand même que la transformation radicale physique, avec un amincissement, avec la peau qui devient absolument magnifique, avec un énorme potentiel de restauration et de récupération qui est incroyable, parce qu'il faut avoir une santé d'enfer pour pouvoir s'offrir une maladie d'alcool. Enfin, une énorme santé de base. Donc il y a un énorme potentiel de restauration et c'est très très esthétisant d'arrêter l'alcool. Contrairement au tabac, c'est ce que je dis toujours quand même aux personnes qui... Oui, je dis, voilà, non, mais je dis, on a un avantage. Peut-être c'est le seul, nous les oui, c'est quand on arrête, on maigrit et franchement, c'est pas le cas des... On rajeunit. Voilà, On ça absolument. Ah oui, quand on arrête le tabac, on va pas dire tout ça, mais c'est vrai qu'on ne le dira pas, mais c'est vrai qu'on ralentit, il y a une diminution de l'hormone thyroïdienne, c'est sûr, hein, il y a un mauvais côté dans chaque chose, hein. Oui, ça c'est sûr. Donc en fait, vous, pour en revenir à cette discussion sur les objectifs thérapeutiques, vous maintenez, donc avec moi, que l'objectif absolu, ça va être l'abstinence. Parce que quand on a commencé à penser la transplantation hépatique, en fait, à Montpellier, on a été le premier centre quasiment dans le monde à le faire pour la cirrhose alcoolique, dans l'indication de l'alcoolisme. Et donc là, le patron, qui s'appelle Henri Michel, nous a fait rencontrer des anciens malades. Et je me souviens de notre choc dans toute l'assemblée qu'on était, parce qu'on réfléchissait sur un objectif thérapeutique énorme, qui était d'offrir la possibilité de transplanter les gens qui avaient une cirrhose alcoolique, qui était une contre-indication morale. On n'allait pas donner un foie de quelqu'un qui était mort
un alcoolique. Donc, ça a été quand même toute une révolution de pensée. Et pour ça, le patron, qui était lui-même fils de viticulteur, nous a fait rencontrer des anciens malades, et on a vu des gens heureux. C'est le fait qu'ils soient heureux sans alcool qui nous a fait changer la donne. Et je crois qu'en ce moment, on ne porte pas assez d'intérêt ou d'attention à la parole des anciens malades. Je pense qu'en ce moment, du fait de l'émergence de cette nouvelle spécialité, de la prise en main par la médecine de ça, fait que on a hérité d'un temps où c'était que les anciens malades qui promouvaient en fait le soin. Après, on s'est dit, quand on a commencé l'alcoolologie, mais il nous en faut prendre du retard, en fait. Parce qu'il y avait trop, dans les associations, il y a eu beaucoup d'histoire de Dieu. Oui. Et donc là, ça nous a un peu... Ça a nuit, en fait, parce que ça nous a un peu empêché qu'on puisse penser. Parce que nous, on n'est pas des moralistes, on n'est pas des pasteurs, on n'est pas des prêtres, on n'est pas là pour la moralité publique. Et quand on a compris simplement que les gens qui avaient un problème d'alcool étaient dans une souffrance, c'est qu'une fois qu'on a compris qu'il souffrait un malade d'alcool, on a mis du temps à comprendre qu'un malade d'alcool souffrait. 2000 ans quasiment. Ouais. Donc à un moment donné, on se dit c'est peut-être à nous d'agir. Et quand on a compris qu'il y avait une souffrance là-dedans et que ce n'était pas que de la jouissance, qu'on a commencé à... Mais quand même, il y a une sorte de balancier qui a fait qu'avant c'était trop les associations. Maintenant c'est un peu trop la médecine. Et c'est pour ça que cette parole de l'expérience, de ce que vous traversez, c'est absolument fondamental pour de l'entendre et que nous n'ayons pas, nous, encore une fois de plus, un problème de représentation. Non, les pauvres, s'ils boivent plus, ils doivent être tristes. Non, parce que, alors, ça c'est tellement absurde, puisque moi je dis ce qui m'est arrivé, et je pense que ça arrive à tous les abstinents, c'est la renaissance. Mais vraiment au sens propre du terme, c'est-à-dire que j'ai réappris à vivre. C'est-à-dire que j'ai réappris à aimer, j'ai réappris à me lever le matin et à boire une tasse de café, ce qui encore, disons maintenant, dans ma 10e année que j'entame d'abstinence, est pour moi une joie profonde de pouvoir me réveiller, d'avoir devant moi une tasse de café. Pour moi, c'est, j'ai envie de hurler de joie parce que c'est tous les matins la même chose. Parce que, et donc toute cette renaissance de recommencer, moi j'ai voyagé partout dans le monde parce que j'étais hôtesse de l'air, mais j'ai rien vu. J'ai vu des mini-bars, des chambres d'hôtel. Et là, je redécouvre le monde. Je ne vais pas très loin, mais même, je peux redécouvrir la nature, je peux redécouvrir tout ça. Mais c'est extraordinaire. D'ailleurs, ce que moi, je me plais à dire en ce qui me concerne, c'est que moi, je suis très privilégiée. Parce que j'ai cette renaissance, c'est-à-dire que j'ai eu le droit 2 fois à réapprendre à vivre, à regoûter ces joies extrêmes qui sont presque une euphorie encore maintenant, et de pouvoir constater les choses, de les revoir, de les sentir, les odeurs, puisqu'on ne sent plus rien quand on boit, tout ça c'est quelque chose, je vous dis que je pense que je suis une femme extrêmement privilégiée par rapport à ça. Donc je ne vois pas pourquoi on va se saboter ce bonheur qui nous est permis par un alcool contrôlé qui va nous torturer, parce que je vois très bien ce qui se passerait. Je me dis tiens oui, j'ai droit à 3 verres, alors comment je vais faire, parce que si je le bois le matin, je suis sûre que je ne tiendrai pas jusqu'à midi. Donc on va essayer de faire des plans qui vont nous coûter non seulement une énergie, mais un temps fou, pour pouvoir vraiment essayer de placer ces 3 verres sans qu'on ait ce danger derrière nous qui nous guette d'en prendre un 4e, et ça va finir au bout de, je sais pas moi, 3 mois, de toute façon par le 4e. On va tirer ça en longueur à force de volonté, mais d'une volonté qui est perturbée par tout ça, et en fait ça nous coûtera de l'énergie, du temps, tout ça à mon avis pour replonger. Donc moi c'est non seulement que je trouve ça aberrant, mais je trouve que c'est très très dangereux, et que je ne peux pas concevoir qu'un médecin qui porte ce titre puisse conseiller à un malade alcoolique de toucher encore à l'alcool. Bon, donc je continue comme je fais.
Ah oui, ça, sinon je vous parle plus. Ça, je vous dis tout de suite. Je cherchais ça parce que... Non, moi je trouve que c'est parfait, donc je continue. Mais moi, je trouve ça fou, enfin je pense que vous qui avez... Tout à fait. Je pense que c'est... Ou alors, bon... non, peut-être un jour on arrivera, mais même, je vois d'ailleurs pas je vois même pas le but d'y arriver, de boire trois bières ou trois whisky par jour, je vois même pas le but. Je sais pas, mais donc c'est... Moi, ce que je conseillerais, c'est que chaque médecin qui veut s'intéresser à l'alcool vive un temps sans alcool. Absolument. Moi, je l'ai vécu. C'était le début de ma vie, quand je me suis dit que je vais être alcoologue. Qu'est-ce que c'est que d'être alcoologue en 93, on inventait tout ça, je me suis dit, bon, eh ben, je vais arrêter toute alcoolisation parce que ça donne, voir ce que c'est. Je sais pas, j'aime pas l'alcool, j'aime pas l'ivresse. Mais simplement arrêter cette consommation dite normale. Moi, le souci, c'est que j'ai adoré ça, être abstinent. Oui, mais... J'ai adoré. Je suis resté 4 ans abstinent, mais vraiment, j'adorais ça. Parce que j'aime assis, tout ça, etc. Malgré tout, c'est très agréable. Donc, il faudrait changer la représentation négative d'un certain nombre de personnes dans la société sur l'abstinence. Et le mot même est pénible. Le mot abstinent est pénible parce que le fait même de il y a quelque chose de la tension dans ce mot qui ne veut pas dire, qui ne traduit pas réellement l'expérience, enfin la vie agréable sans alcool. Moi, je dirais être libre. Parce que c'est vraiment ça. Moi, c'est ce que je ressens le plus. Hein. C'est incroyable liberté. On va dans un supermarché, mais voilà, mais on va pas se poser de questions. Voilà, je me pose plus aucune question. C'est quand même un privilège là aussi. C'est un énorme privilège cette liberté que maintenant ça me laisse en plus complètement indifférent. Quoi, je veux dire, et on n'a jamais peur. On est toujours voilà. Je vais pas à un mariage en me disant mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, voilà, parce que si maintenant on me permettait de boire à ce mariage, j'aurais une peur déjà, parce que je me dirais, mais bon d'accord, j'ai le droit à boire 3 whisky pendant le mariage, mais sachant très bien qu'après... Et la peur de dégénérer déjà, qui provoquera le fait que je vais dégénérer, tout ça. Donc c'est vraiment une emprise, et c'est un truc, ça c'est un thème qui obsède justement. Donc on est toute la journée, on se ferme, alors l'esprit se ferme, on ne voit plus rien, on lit plus rien, on fait plus rien, on est en train de se centrer sur ce thème-là, qu'est-ce que je vais boire, 3 verres, et ça c'est atroce, quoi. Pour moi c'est effectivement, c'est une atteinte à la liberté, cet alcool contrôlé. Donc pour en revenir, pour finir peut-être l'entretien, sur cette histoire de baclofène qui a des raisons d'être, hein, personne ne nie l'importance éventuellement neurophysiologique de l'individu. Mais pensons, si ça peut être un soutien supplémentaire pour ne plus avoir d'envie, pensons-le quand même dans ce terme-là de l'abstinence absolue. Absolument, c'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que le docteur Amaisen que j'ai rencontré sur un plateau, qui est très sympathique et tout, je n'ai pas compris pourquoi il a fallu qu'ils disent voilà, je peux boire un verre de champagne, etc. Ça, c'est un cardiologue, donc c'est un être sensé, même s'il a été donc victime de l'alcoolisme. Je n'ai jamais pu, au plus profond de moi-même, comprendre qu'est-ce qu'il a voulu atteindre. Ouais. Parce que je veux dire, pour moi, c'était quand même quelque chose qui allait contre les alcooliques. C'était leur donner à ce moment-là vraiment une source de voilà, maintenant je peux boire, je suis en sécurité, je prends ça, alors que c'est pas du tout la démarche qu'on devrait suivre. À l'alcool. Alcool qui m'a fait payer ton prix. Et je ne parle pas de monnaie sonnante et trébuchante. J'ai été sous ta coupe, j'ai subi tes exigences, j'ai failli te donner ma vie. Je sais qu'il existe une issue, et une seule à cet enfer qu'on appelle l'alcoolisme, et qu'il vaudrait mieux appeler maladie alcoolique. Satanée bouteille, te vider n'apporte rien. Les éléphants roses n'existent pas. L'ivresse n'abrite que les noirs serpents de la douleur et de la déchéance. On boit pour une seule raison. Pas pour oublier qu'on boit, comme ce personnage du Petit Prince, mais pour oublier
Tout le reste est échappé à la dépression. L'alcool est un euphorisant qui empêche de craquer. Je le sais. Je l'ai vécu et je l'ai chanté dans la chanson de Paul. L'histoire d'un homme qui se remet à boire malgré ses promesses, parce qu'il est dépressif. Je bois aux femmes qui ne m'ont pas aimé, aux enfants que je n'ai pas eus, mais à toi qui m'as bien voulu. Je bois, etc. Le salaud qui mérite une lettre, c'est toi, seul le prix d'alcool. Tu repousses la déprime, mais le réveil n'en est que plus douloureux. Pas à cause de la gueule de bois, mais parce que la chute est terrible. Il faudra rester imbibé d'alcool en permanence pour ne jamais revenir à la réalité. Alors, la mort serait vite au rendez-vous. L'alcool est une forme de suicide. Le seul vrai conseil à donner est que ça vaut la peine de s'abstenir. Le plus difficile est de prendre la décision. Ensuite, tout coule comme de l'eau. Je ne vois plus que ça d'ailleurs, et je redécouvre la vraie vie. Je ne peux oublier que l'alcool a tué mon ami Michel Auclair. Sauvé de justesse d'une embolie pulmonaire, une larme d'alcool lui a été fatale. On demanda un jour à Jacques Prévert pourquoi il ne buvait plus. Lui qui aurait vendu son âme au diable pour un bon mot répondit « Parce que j'ai tout bu ». C'était une boutade. Prévert ne buvait plus parce qu'il voulait vivre, tout simplement. J'ai été sauvé par mes docteurs. J'ai été sauvé par ceux qui m'aiment. Moi aussi, je veux vivre. Je veux vivre. Serge Adjani, chanteur abstinent.